Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Borowski, cofondatrice de Climate Workout. Salut Audrey. Bonjour, je suis hyper contente d'être là, merci Armelle. Je t'en prie, j'ai cru comprendre que c'était ton premier podcast, donc je suis ravie de t'accueillir pour cette première expérience sonore ensemble. Effectivement, c'est le premier, donc je suis bien contente de tester ce format. Alors, est-ce qu'il y avait, Audrey, dans ton enfance, des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle ? C'est une bonne question, c'est marrant, j'y ai pensé il y a pas longtemps. En fait, j'ai toujours voulu faire de la sociologie. J'étais fascinée par tout ce qui était études comportementales. J'ai tanné mes parents pour pas faire S, mais pour faire ES, parce que je trouvais ça vraiment, tous les cours autour de l'économie, la société, etc., je trouvais ça vraiment fascinant. Et je pense que j'ai un peu perdu le fil de ça au cours de ma carrière, mais que là, progressivement, j'y retourne. Et donc, du coup, tout ce qui est un peu psychologie, comprendre l'humain, neurosciences, etc., c'est des choses que j'ai envie de tester maintenant. Et quand on parlera de mon projet, je pense que ça fera sens. Donc, du coup, c'est des sujets un peu comme ça sur l'homme, la société, l'écologie, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Alors, parle-nous un peu de Climate Workout. Alors du coup, j'ai cofondé il y a 1 an avec Mathieu Vidvoet le Climate Workout. Ce sont des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux par le mouvement, par le sport. Donc l'idée, c'est d'utiliser la mémoire kinesthésique, donc la mémoire du corps, pour mieux ancrer des informations sur les enjeux environnementaux. Et c'est pour ça que je faisais le lien un peu avec, en fait, comprendre comment les gens fonctionnent pour comprendre comment on peut faire passer des informations avec différents leviers. Et notre méthode à nous, c'est le jeu, c'est le sport, c'est le fait de créer un univers. Donc du coup, c'est des ateliers qu'on commercialise dans la France entière. Et on aime bien dire maintenant, en fait, qu'on essaye de créer des moments de cohésion sur mesure autour des enjeux RSE d'une entreprise. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Ça a été quoi le parcours de vie professionnelle pour cette idée-là et ce développement d'entreprise ? J'ai fait des choses assez classiques. J'ai fait une classe préparatoire, bonne élève. Ensuite, j'ai fait une école de commerce à Lyon. Après, j'ai fait 2 ans et demi en conseil en stratégie à Paris, chez Bain. Et ensuite, 3 ans et demi au sein du groupe Casino, dans une de leurs filiales, qui s'appelle Relevancy. Et là, j'ai toujours eu un profil assez couteau suisse. Donc, en fait, tous les 6 mois, je changeais de poste. Du coup, on était vraiment, quand je suis arrivée, on était 30. Et quand je suis partie, on était 150 ou 200 à peu près. Donc, c'est vraiment le profil scale-up. En 3 ans, on a complètement explosé. Et moi, j'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai vraiment touché à beaucoup de départements de la boîte. Et je pense que c'est ça qui m'a fait dire à la fin, je me disais, en fait, je suis en capacité de monter mon propre projet. Donc, pourquoi pas y aller ? Bon, c'était une super école de l'apprentissage entrepreneurial. Du coup, dans ton apprentissage, dans cette courbe, est-ce que tu as eu des anecdotes, est-ce que tu as des anecdotes de grosses galères ou de grandes réussites que tu as traversées ? C'est vrai que j'ai pas eu, le conseil en stratégie, ça peut être assez folklorique. Surtout en termes d'horaire, c'est vraiment, on a l'impression que rien n'est impossible. En fait, on a des deadlines très très courtes pour aller chercher des informations. Et donc du coup, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas de grosses anecdotes, mais de grosses galères où à 2h du matin, t'es toujours en train de faire tes Excel et en fait ça bug et du coup le lendemain matin tu reviens à 8h. Tu bosses aussi pas mal avec l'étranger, donc du coup t'attends des informations du mec de Los Angeles qui lui va bosser à minuit et qui te renvoie le truc et quand tu te lèves, t'as les infos, tu continues. C'est pas je sais pas si c'est des grosses galères, mais en tout cas j'en garde pas forcément un très très bon souvenir. Et après quand j'étais chez Casino, pareil, il y avait pas mal de moments où on devait faire tout de suite. Et du coup, c'est sûr que la notion du temps, elle est assez particulière. Et moi, j'ai beaucoup bossé avec l'Amérique latine. Et ma plus grosse galère chez Relevancy, c'est en fait, on a ouvert une filiale en Colombie. Et j'avais recruté
un mec pour gérer la filiale à Bogota. Et donc, du coup, je suis allée à Bogota pour le former. Je suis arrivée le dimanche. J'avais rendez-vous avec lui le lundi matin à 8h. Et à 8h30, le mec avait démissionné. Donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule à Bogota. Je parle pas espagnol. Donc, j'ai passé une semaine très, très longue à Bogota à aller chercher un espace de coworking, à recruter des gens. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, ça, je pense, c'est ma plus grosse galère. Je me suis sentie un peu seule. Ah ouais, a fortiori en Colombie. Et dans le cadre de la création de Climate Workout, quelles ont été un peu les grandes étapes clés et peut-être quelques galères que tu as pu rencontrer? Pour le coup, je pense que tout ce que j'ai fait avant, j'avais tellement une pression du temps et une telle exigence des gens autour de moi que maintenant que c'est moi qui peux contrôler mon temps et qui, du coup, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, comment, j'ai beaucoup moins de galères. Mais parce que je pense que j'ai tellement vécu des moments où je me suis sentie un peu seule, où j'étais pressurisée, où j'étais ultra stressée, que du coup, ça m'a un peu forgé et ça m'aide à relativiser sur beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'heure actuelle et surtout dans ce qu'on fait avec Mathieu. Du coup, on n'a pas eu de grosses galères. C'est plus des temps forts où vraiment on va aller. Nous, on est basé à Annecy, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de déplacements parfois pour aller faire des salons sur Paris, etc. Donc c'est pas tant des galères, c'est plus des moments où tu prends un peu l'eau. C'est plus des complications de se dire, en fait, c'est un puits sans fond de monter son projet, donc tu pourrais travailler tout le temps. Et il faut juste arriver à se dire, là, non, c'est pas ce que j'ai choisi, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je peux décider de mon temps, je peux décider de comment j'ai envie de l'utiliser, de comment j'ai envie de monter mon projet. Et donc, du coup, c'est arriver un peu à se contrôler, mais on n'a pas eu de très, très grosses galères. C'est quoi pour toi le risque ? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis risque adverse. Je réfléchis beaucoup dans ma tête. Et donc, du coup, le risque, c'est vraiment une notion pour moi. Je vais imaginer tout ce qui peut se passer. Je vais avoir 10 000 plans. Je vais me dire, OK, alors ça, c'est risqué. Pourquoi ? Et je vais vraiment essayer de tout anticiper. Donc, je pense que le risque, c'est une notion qui est propre à chacun. C'est juste vraiment de se dire, quelle est la probabilité que ça arrive et quelles sont les conséquences qui vont en découler. Et donc, du coup, c'est vraiment une incertitude avec des effets un peu négatifs sur un horizon lointain, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'on pourrait imaginer de la part d'entrepreneurs qu'ils soient au contraire pas du tout averses au risque, mais que ça les excite. Toi, ça te panique, ça te bloque, ça te fait quoi ? Moi, au début, ça me panique pendant 2 heures. Moi, c'est vraiment, j'ai peur, mais j'y vais. Ça va me paniquer, je vais commencer à me faire des plans sur la comète, même les prises de parole en public, ce genre de choses, ça va me stresser. Les décisions un peu qu'on peut prendre, ça peut me stresser. Mais après, en fait, j'ai un côté très rationnel. Enfin, je me dis, vraiment, j'imagine tout ce qui peut se passer. Je me dis, qu'est-ce qui peut se passer ? Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, du coup, ça m'aide à relativiser. Et c'est un truc dont on discute beaucoup aussi avec Mathieu. Enfin, en fait, lui, c'est une personne qui... Je pense qu'il est beaucoup moins risque adverse que moi, du coup. Et donc, du coup, on se complète plutôt bien. J'anticipe ce qui peut mal se passer et lui se dit, en fait, tout ce qui peut bien se passer. Et à la fin, quand on met les deux dans la balance, on se dit go, quoi. Du coup, tu dirais que c'est quoi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout, pourquoi est-ce que tu les as pris ? J'avais une petite vie tranquille à Paris. J'y étais depuis 6 ans, j'étais bien. Enfin, j'étais bien, non, j'étais pas bien, du coup. Mais j'avais une petite vie posée, un bon salaire. Voilà, je travaillais, j'avais mes potes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas du tout... J'avais l'impression d'être un peu coincée, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Enfin, je suis risque adverse, mais en même temps, j'aime bien l'aventure. Donc, ce qui est un peu paradoxal, j'ai envie qu'il se passe des choses, en fait, dans mon quotidien. Et j'étais plus alignée avec ce que je faisais au travail. J'étais plus alignée avec mes rêves, avec ce que vraiment j'avais envie de faire. Et du coup, je pense que là, ce que j'ai pris comme... j'ai tout lâché. J'ai tout lâché un peu comme ça. Je suis partie en voyage. Donc ça, je pense que c'était le premier risque que j'ai pris. Je suis partie 8 mois. Je suis partie toute seule. Enfin, en fait, j'ai rejoint une copine en Amérique latine. Et après, on s'est quittés et je suis restée toute seule. Et avant, j'étais partie toute seule dans un autre pays. Et ça, pour le coup, ça m'a fait du bien. Vraiment, pour le coup, je pense que je suis risque adverse, mais c'est quand même risqué. donc, ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Et après, quand je suis revenue à Paris. Et là, pareil, je me suis dit, en fait, j'étais tellement bien en voyage, au contact de la nature. J'ai plus envie d'habiter dans cette ville. Et donc là, j'ai refait mon sac. Et du coup, j'ai déménagé à Annecy, où j'habite maintenant depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que je pense que c'était quand même un petit risque.
parce que je connaissais une personne quand je suis arrivée à Annecy, mais j'avais l'impression que ça allait être bien et je regrette pas du tout. Enfin, je suis contente d'y être allée. Si tu regardes ton parcours, quelle est pour toi la plus grosse erreur que tu as faite et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? J'ai attendu trop longtemps pour partir dans des situations où j'étais pas bien. Et je pense que c'est le défaut de beaucoup de gens, c'est de rester dans sa zone de confort. Et moi, pendant longtemps, je suis restée dans mon confort, en fait. J'étais bien, mais pas si bien, mais en même temps, ça allait. Et du coup, il y avait des situations professionnelles, en tout cas, où je sentais que même dans les évolutions, ça allait pas forcément me plaire. J'étais plus alignée avec le produit, j'étais plus alignée avec la vision. Et pourtant, je restais parce que aussi, on me promettait. Forcément, dans ces cas-là, on discute, on te promet d'autres choses. On te dit non mais t'inquiète pas, on a besoin de toi, on va continuer, on va aller sur d'autres projets. Et en fait, je sentais qu'il fallait que je bouge, mais je l'ai pas fait. Jusqu'au point de nos retours, en fait, jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, c'est même pas qu'il faut que je bouge, c'est physique, en fait, faut que je m'en aille, ça va pas, et je pense que j'ai attendu trop longtemps là-dessus, et ça, c'est pas une erreur, puisque je pense qu'on apprend avec ça, mais j'aurais pu me bouger un peu plus vite. Bon, l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est plus difficile? Où est-ce que tu puises ta motivation? En fait, j'adore le projet qu'on fait. J'adore, en fait, on travaille avec des gens. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les gens avec qui tu travailles. Et du coup, ce qui me fait tenir, c'est que j'adore ce qu'on fait. J'ai l'impression que c'est utile en fait. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est est-ce que je fais quelque chose d'utile? Est-ce que je suis utile à quelqu'un? Est-ce que je suis utile potentiellement à la société? Est-ce que dans mon métier, c'est vraiment cette quête de sens qui me manquait dans ce que j'avais fait avant. Et je pense que c'est ce qui me fait tenir quand c'est un peu dur. Je me dis, c'est un peu dur, mais en même temps, regarde ce que tu faisais avant. Ça n'avait pas de sens. Donc, du coup, maintenant, c'est quand même mieux. Et après, nous, on a d'autres projets avec Mathieu qui sont plus liés avec le monde du sport. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment des sujets, écologie et sport, c'est deux sujets qui m'intéressent particulièrement. Et ça fait tenir, parce qu'en fait, quand on se lève le matin, on sait qu'on va bosser avec des gens qui sont ultra inspirants, avec qui vraiment c'est ultra intéressant. Moi, j'ai toujours voulu apprendre. Et donc, du coup, vraiment, toujours apprendre plus, toujours être stimulé. Et là, le fait que ça puisse être sur des sujets qui m'intéressent particulièrement, ça me fait quand même beaucoup tenir. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Pour l'entrepreneuriat ou pour d'une manière générale? D'une manière générale. Ou les deux. Si tu as 2 conseils, on les prend. D'une manière générale, mais c'était un conseil lié au travail. C'était quand j'étais au groupe Casino. J'avais bossé assez rapidement avec une manageuse américaine. Et je pense qu'il y a une différence de culture et une différence de voir les choses. Et ça m'avait un peu marqué. Parce qu'en fait, on était en période de réorganisation. Et du coup, pour une entreprise, mais pour n'importe quelle entreprise, c'est ça aussi que j'adore, moi, la conduite du changement, un peu ce que quand je disais la sociologie, comment les gens réagissent, je trouve ça ultra intéressant. Et j'étais un peu spectatrice à ce moment-là parce que moi, c'était assez sécurisé ce que j'allais faire, et puis en même temps, je me demandais si j'allais rester, donc je pense que j'étais un peu en décalage. Et ça se jouait pas trop à mon niveau parce que j'étais encore junior. Mais du coup, en fait, dans une période d'incertitude, les gens ont peur. Et elle me disait, mais en fait, la vie, c'est une cour de récréation. Elle me disait vraiment, en fait, c'est la théorie des Legos, c'était Give Away Your Legos. C'était une théorie de Molly Graham. Et en fait, elle me l'avait bien expliqué, ça m'avait marqué. Et elle me disait, mais en fait, faut pas avoir peur de perdre ton petit Lego. Là, t'as peur de le perdre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te l'a pris. Elle me disait, c'est comme des enfants. C'est des enfants, ils sont en train d'errer. Ils sont en train de construire leur tour de Lego. Et du coup, quand ils sont tout seuls, ils prennent plein de Lego, ils les mettent, construisent leur tour. Il y a un autre enfant qui arrive, qui commence à piquer des Legos. Et là, ils se disent, mais je l'adorais ce Lego. Donc, sa première réaction de la personne, c'est d'aller voir l'autre enfant, d'essayer de lui piquer son Lego pour le récupérer. Et en fait, elle me disait, mais non, il faut le laisser aller, il faut en prendre d'autres, il faut reconstruire autre chose. Et donc ça, j'avais trouvé ça je trouvais que c'était un concept assez intéressant de pas avoir peur de perdre quelque chose. Et je pense que ça se vaut dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso. Et du coup, c'est vraiment de se dire, en fait, let it go. C'est peut-être pas pour toi. Et c'est vrai que, je me souviens très bien de cette période. Il y avait des gens qui, en fait, l'homme a peur de perdre son poste, de l'inconnu, de ce qui va se passer après. Mais dans une start-up,
Quand tu veux scaler, c'est ça qui se passe en fait. C'est que du coup, on redéfinit tous les postes tous les 6 mois parce qu'on recrute, parce qu'il se passe plein de choses et parce que il faut mieux se staffer sur des sujets. Mais ça veut pas dire que tu vas perdre ton travail, ça veut pas dire que tu seras moins valorisé. Et faut pas le prendre personnellement. Et toutes ces notions-là, j'y avais jamais pensé et j'avais trouvé ça ultra intéressant. Et d'un point de vue perso, je pense que ça rejoint un peu le fait confiance à la vie. C'est vraiment de se dire qu'il y aura un truc après qui va arriver et tu sais pas ce que c'est et tu sais pas quand il va arriver, mais ça arrivera à un moment donné. Waouh, quelle belle leçon. Et toi, alors du coup, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais notamment à quelqu'un qui voudrait prendre le risque finalement de se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Mais je pense qu'en fait, le principal, c'est pas le produit. Enfin, faut que le produit soit aligné avec ses valeurs, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on se lève le matin. Ça, c'est quand même une notion. Moi, au début, je me disais que je pouvais faire n'importe quoi. Et du coup, je pouvais vendre n'importe quoi quand j'étais jeune. Et en fait, travailler pour n'importe quel sujet, etc. Et en fait, je me rends compte que non, j'ai besoin que ça ait du sens. Donc, je pense que le produit, évidemment, il faut que ce soit un peu aligné avec ce qu'on a envie de faire. Faut le vivre, en fait. Faut vivre son produit. Mais surtout, vraiment, le plus important, au-delà du produit, au-delà du projet, c'est vraiment, je pense qu'on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est les gens avec qui on travaille. Parce qu'en fait, tu passes 100% de ton temps, avec ces gens-là, en fait. Et du coup, ces gens-là, c'est quand t'as des galères, est-ce qu'ils sont là pour toi? Est-ce que vous êtes complémentaires? Quand vous n'êtes pas d'accord, comment vous réagissez? Et ça, c'est des gens qui vont te soutenir, qui vont te faire grandir, avec qui tu vas apprendre plein de choses. Donc, le plus important, c'est d'être avec des gens autour de toi qui t'inspirent et avec qui tu as envie de travailler. Je pense que ça, c'est vraiment les gens avec qui tu t'entoures. C'est le plus important dans une aventure entrepreneuriale. Ok. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour ton business? Mais j'y ai jamais trop pensé, parce que 10 ans, ça me paraît très loin. Ça fait 1 an, donc ça marche bien. À l'heure actuelle, on a un jeu climat. Donc, je pense que les étapes prochaines, ce sera, en tout cas, pas du tout pour cette année, mais pour les années d'après, peut-être développer un jeu biodiversité, des thèmes de jeux différents. Donc, il y a une partie là-dessus. Après, sur 10 ans, je sais pas si on continuera à faire ça sur 10 ans. J'espère que, justement, une fois qu'on aura, je pense qu'à un moment donné, j'espère que tout le monde se rendra compte qu'il faut agir et qu'il faut, du coup, un peu avancer. Donc, j'espère que le produit qu'on sera plus à l'étape de sensibilisation, en fait, que du coup, on sera passé plutôt à un engagement, à une mise en action. Donc, potentiellement, dans 10 ans, je pense que le produit, il existera. En tout cas, j'espère, il existera plus et qu'on rentre plus un peu dans, nous, notre objectif, c'est d'embarquer. C'est de sensibiliser et après, c'est d'embarquer les gens pour les aider à passer à l'action. Et donc, c'est ça qui est ultra intéressant. On aimerait bien rencontrer plus de neuroscientifiques. On aimerait bien, du coup, plus réfléchir à tous ces sujets que j'évoquais au début, un peu sciences comportementales, en fait. Comment faire comprendre à l'homme que même si l'enjeu, il paraît lointain, c'est maintenant qu'il faut, du coup, passer à l'action sur ces sujets-là. Donc, j'espère qu'on aura déjà développé autre chose, en fait, qui les aidera à passer à l'action et qu'on sera plus au niveau de la sensibilisation pure. Et après, à titre personnel, sur 10 ans, moi, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire. En fait, c'est assez intéressant parce que je suis risque adverse et j'avais peur de monter ma boîte. Et maintenant que je l'ai montée, je me dis, mais je pourrais faire autre chose, je peux peut-être en monter une autre. C'est assez marrant. Donc, sur 10 ans, au final, j'ai un peu lâché toutes mes peurs. Je me dis que c'est possible, en fait. C'est pas si compliqué. C'est un peu dur parfois, mais en vrai, c'est possible de se lancer, de créer du business, de se rémunérer et d'avoir une utilité et que ce soit de faire vraiment un business intelligent. Et donc, du coup, pourquoi pas développer autre chose plus tard. Bon, tu vas peut-être légèrement pivoter et faire the next big problem workout en fonction de ce qui se présentera comme challenge. Ouais. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Pas grand-chose. Pour le coup, moi qui imagine, comme je te disais, moi qui imagine tout ce qui peut se passer, mais vraiment, mon cerveau, ça réfléchit beaucoup à tout anticiper, à tout penser. En fait, il se passe jamais rien de tous mes plans. Du coup, je fais AB+, j'ai un plan A, un plan B, s'il se passe ci, s'il se passe ça, et si jamais telle personne décide de, j'imagine tout ça et en fait, il se passe jamais rien. C'est fou parce que j'imagine beaucoup de possibilités quand même et je tombe jamais sur la bonne. Donc, j'ai pas d'absolue certitude. Non, j'ai pas d'absolue certitude et j'essaye d'ailleurs de faire moins de plans long terme, en fait. C'est vrai que quand j'étais sur Paris,
J'étais dans une sorte de rail. Bon voilà, ça allait se passer comme ça. J'allais vers ci, j'allais vers ça. J'allais acheter un appart. Enfin, plein de choses un peu basiques. Enfin basiques, non pas du tout basiques, mais en tout cas qui me semblaient être la continuité. Et vu que je me rends compte que c'est pas forcément ce qui me correspond et qu'en fait dans la vie chacun va à son rythme et que c'est pas du tout négatif en fait, qu'il faut juste accepter son rythme, qu'est-ce qui toi te fait kiffer en fait. Et moi ce qui me fait kiffer c'est plus d'être à Annecy, d'avoir une petite vue montagne, d'aller courir au bord du lac, c'est ça en fait qui me fait kiffer. Et donc du coup le long terme, je suis plus me dire là en ce moment je suis trop bien ici, peut-être que dans 2 ans je serai plus bien ici. Et justement ce que j'ai appris c'est qu'il faut pivoter vite. C'est pas non plus faire une fuite en avant, etc. Mais je pense qu'il faut quand même être capable de pivoter quand on se sent plus du tout aligné avec ses valeurs. Parce que moi j'ai été en dissonance pendant longtemps et maintenant j'ai réussi à me réaligner. Du coup, j'essaye de pas trop penser au futur parce que je pense que si je me fais trop de plans dans ma tête, je vais vouloir les suivre et je serai déçue. Alors qu'en fait, si j'en ai moins, il y aura une opportunité et puis voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Mathieu aussi, en fait. Enfin, j'avais pas du tout prévu, c'est drôle, j'aurais pu le raconter aussi, mais j'avais pas du tout prévu de monter ma boîte, moi, genre, vraiment pas. C'était pas vraiment une option, je revenais de voyage, j'étais à Annecy, je m'étais inscrite à un triathlon. J'ai rencontré Mathieu parce que c'était un ami d'ami, on a déjeuné ensemble. J'avais l'impression que son projet, et lui aussi d'ailleurs, que c'était une petite association sportive. Au début, il m'a présenté le truc en me disant « J'ai une super idée, c'est des petits ateliers, c'est un peu de sport, tout ça. » Moi, je me suis dit « Trop bien. Ça me remet, je vais faire ça à 50%, je vais être bien. » Et puis voilà, 1 an plus tard, on a monté une boîte, on a recruté 2 personnes. On va commencer à se payer. Tout est allé hyper vite et je pense qu'en fait, ça s'est fait aussi parce que je l'ai pas imaginé. Et donc, du coup, je l'ai juste vécu. Donc, en fait, on sait rien. On sait rien de ce qui va se passer. Magnifique conclusion. Alors, avant de terminer, est-ce que tu aurais un conseil de livre ou de documentaire, de film, de série à regarder? Moi, quand j'étais en phase de réflexion, j'avais lu, c'est un bouquin assez classique, mais c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Et il est petit et du coup, il est assez facile à lire et ça m'avait bien débloqué. Mais pareil, c'est un peu des mentalités américaines, en fait. L'échec, c'est pas une fin, c'est pas un échec, en fait. Rater quelque chose, ça n'existe pas. Et ça, c'est intéressant. Moi qui ai toujours été bonne élève, avec un bon parcours, faut faire ci pour faire plaisir, parce que c'est bien, parce que du coup, c'est bien vu dans la société. La moindre friction dans ma vie, je me disais, mais c'est un échec, c'est la catastrophe. Et ce livre ça m'a bien aidé. Bien aidé. Je me suis dit, mais en fait, c'est une conception de l'esprit, c'est une manière de penser les choses. Et c'est vrai que là-dessus, la vision française fait que, en fait, on a vite l'impression de perdre, on a vite l'impression d'échouer. Et c'est dommage. Donc ça, c'est un truc que j'avais bien aimé. Et sinon, en documentaire, il y a La Panthère des Neiges avec Vincent Minier et Sylvain Tesson. Et je trouve que c'est l'éloge de la lenteur, en fait. Il se passe, c'est vraiment, ça m'a fascinée. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en fait, il se passe pas grand chose, mais en même temps, la quête, la passion et le calme et la vie sauvage, j'ai trouvé ça incroyable. Sur le livre de Charles Pépin, pour ceux qui auraient peur en se disant « Oh là là, c'est un grand philosophe, ça va être compliqué », en fait, pas du tout. Hein. D'abord, c'est un tout petit livre qui se lit très rapidement et il est écrit pour n'importe quelle personne qui aurait pas un gros niveau de culture générale ou un gros niveau de langage. C'est vraiment accessible, y compris à des jeunes, très facilement. Donc moi, je vous encourage aussi à le lire parce qu'il est super bien écrit. Pour terminer, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée pour ce premier podcast? C'est marrant. On a fait un large panel des questions. Je sais pas, je pense que c'est plus peut-être, pourquoi, en fait. Mais je crois que je suis contente que tu m'aies pas posé la question parce que je suis même pas sûre de savoir moi-même la réponse. Mais pourquoi ce projet? Pourquoi je me suis retrouvée à Annecy? Pourquoi le Climate Workout? Ouais, ça aurait peut-être été une question comme ça, mais en même temps, je suis pas sûre de savoir. Comme je te disais, c'est arrivé un peu comme ça. Il y a juste eu un alignement des planètes sur des sujets qui m'intéressent profondément. Moi, j'ai toujours été très éco-anxieuse. Pas toujours, mais dernièrement, en tout cas, à partir du Covid, ça a été des sujets vraiment où je commençais un peu à ruminer dessus. Donc, c'est un peu la continuité de tout, mais peut-être que je me serais attendue à ce que tu me demandes, pourquoi, en fait, j'ai fait ça. Eh bien, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Merci beaucoup, Audrey Borowski, cofondatrice de Climate Workout. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que monter son projet, c'est un puissant fond en matière de gestion du temps.
pour durer, il est essentiel de s'aménager des temps pour soi. Le deuxième point, c'est que si, comme Audrey, vous êtes allergique au risque, associez-vous avec une personne qui l'est moins afin de pouvoir équilibrer vos prises de décision. Le troisième point, n'attendez pas d'avoir atteint un point de non-retour pour sortir de votre zone de confort. Le sens de ce que vous faites et le bonheur se trouvent tout juste de l'autre côté. Le cinquième point, c'est que il faut certes que votre produit ou votre service soit aligné avec vos valeurs, mais il faut surtout que vous partagiez ces fameuses valeurs et avec des personnes qui vous inspirent. Et le dernier point, c'est la punchline de l'épisode. La vie, c'est une cour de récréation. N'ayez pas peur de perdre vos petits Legos. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.